Et merci de nous suivre sur LN24. Saskia, pour cette deuxième heure de Bonsoir le Prime, on accueille le philosophe Fabrice Midal. Ah oui, il est là pour nous parler de son nouveau livre, La magie de l'ordinaire. Comment changer de regard pour vivre la magie du quotidien? Comment se mettre à l'écoute de la magie qui se niche au cœur de l'ordinaire? Et bien avec ce livre, Fabrice Midal nous ouvre les portes d'un quotidien réenchanté et ça fait du bien. C'est vrai qu'on a tendance à croire que l'ordinaire c'est ennuyeux, qu'on aurait envie de le quitter pour découvrir un ailleurs extraordinaire. Mais pour Fabrice Midal, c'est peut-être tout l'inverse. Dans lui, il nous explique qu'il y a dans l'ordinaire quelque chose de magique, de présent et de profond. Il dit qui nous met en lien et qui nous fait apparaître quelque chose d'absolument essentiel qui peut nous transformer. Il va même plus loin. Pour lui, l'ordinaire, c'est toujours plus vaste et c'est même le lieu ou l'espace de toutes les transformations possibles. En tout cas, avec ce livre, on peut vraiment dire qu'il change tout notre quotidien ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Bonsoir Fabrice Midal. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Dans Bonsoir le Prime pour votre nouveau livre. Donc ça s'appelle La magie de l'ordinaire. C'est publié aux éditions Flammarion. Marier la magie de l'extraordinaire à l'ordinaire, ça peut paraître antagoniste. Pourquoi c'est allier ces deux termes? Comme ça a été très bien dit, parce que l'ordinaire, c'est là où on vit. Donc on peut passer sa vie à lutter contre l'ordinaire pour aller ailleurs, mais là où on vit, c'est ordinaire. Et comment on peut déceler là quelque chose de magique, c'est-à-dire découvrir qu'il y a du possible, que le réel nous tend parfois à la main, et saisir cette main que le réel nous tend. Voilà, c'est ça, au fond, la magie de l'ordinaire. Mais donc c'est faux de penser qu'il faut quitter l'ordinaire pour pouvoir vivre cet extraordinaire. C'est sûr que notre monde, un peu l'idéologie de notre temps, nous dit « c'est jamais assez, tu dois en faire plus ». Moi, je ne sais pas comment c'est, peut-être vous étiez très bon élève, et moi, tous mes profs ont marqué, pas spécialement. Peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. Tous mes bulletins scolaires, toute ma vie, c'était peut mieux faire. Et au fond, on a l'impression qu'on a intégré ça, peut mieux faire, et on est toujours en faute de ne pas en faire assez. Et ça rend fou. Et c'est pas par hasard que la maladie majeure de notre temps, c'est le burn-out. Parce qu'on s'instrumentalise jusqu'à tuer la vie en nous. Et la magie de l'ordinaire, si on peut dire, c'est l'antipode du burn-out. Le burn-out, c'est je m'instrumentalise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie en moi. La magie de l'ordinaire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait à nouveau de la vie en moi et comme une plante qui me permette de croître et de grandir et de vivre et de me déployer. Mais pourquoi beaucoup de gens ont ce cliché peut-être que l'ordinaire, c'est ennuyeux? Parce qu'on n'y prête pas attention, parce qu'on ne sait pas y voir de la magie, parce qu'on vit dans cette déchirure très profonde, c'est très ancestral. Depuis que les hommes sont hommes, les êtres humains sont des êtres humains, ils ont tendance à séparer l'ordinaire de la magie. Parce que c'est pas que nouveau ça. Le burn-out, ce stress, ça c'est propre à notre temps. Mais déjà, si on lit les évangiles, ou si on lit les textes de Socrate, je me suis un peu basé sur ces deux sources, qui sont les deux sources de l'Occident. Qu'est-ce que dit le Christ? Qu'on est aimé là sans raison. Que la magie est là et qu'il s'agit de regarder la graine qui va croître. Et qu'est-ce que fait Socrate? Il parle à monsieur tout le monde, au petit esclave, pour lui montrer qu'il est capable de penser par lui-même et de compter par lui-même. Mais tout le temps, on croit qu'on n'en vaut pas la peine. Je dirais qu'une des raisons pourquoi on ne croit pas dans l'ordinaire, on pense que c'est pas important, qu'il faut se sacrifier, qu'on compte pour rien. Et je crois que le vrai... Donc on n'a pas le temps pour ça aussi? On n'a pas le temps, mais je crois surtout le vrai... On dit extérieurement c'est qu'on n'a pas le temps, mais je crois qu'au fond, on a du mal à accepter de se donner le droit d'être, de sentir qu'on a envie d'être aimé, qu'on a envie d'être en relation. Et je crois que la magie de l'ordinaire, c'est retrouver ce désir qu'on a tous d'être en lien, d'être en relation, d'être comblé. Oui, ma question justement, c'est comment on fait pour y arriver? Est-ce que c'est en faisant peut-être revivre son enfant intérieur qu'on oublie parfois quand on est adulte? C'est ça aussi qui fait qu'on retrouve la magie de l'ordinaire? Première chose, je dirais, c'est repérer qu'on est prisonnier d'une idéologie. On croit qu'on fait bien, mais en fait, on est complètement manipulé par une idéologie ambiante qui veut qu'on se gère, qu'on devienne comme une machine. Le jour la société qui nous fait ça, c'est ça? Oui, le discours ambiant, idéologique, c'est-à-dire pas la société, mais un certain discours de notre société, depuis qu'on est tout enfant, c'est performe, n'aie pas d'émotion, sois comme une machine, fais plus, ce qui entraîne le burn-out. Donc je dirais, la première chose, c'est qu'il faut dire non. Dire non chaque fois qu'on a tendance à dire oui. Ou comme je dis dans le livre, dire merde au process des dictates. Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, et on ne s'écoute plus et c'est plus vivant. Donc ça, je pense, c'est le geste le plus simple.
À quoi il faut dire non qui m'empêche de vivre Pas aujourd'hui. si simple de dire non parfois. Hein. Pas si simple. Et ça demande un peu un questionnement philosophique des fois, parce que c'est pas facile. À quoi je dis non? À certaines demandes, mais à un certain discours idéologique. Mais on pourra y revenir. Et après, vous avez raison, une autre manière de faire, qui est complémentaire, c'est l'autre face de la même pièce. Je dis non à l'idéologie, et je me reconnecte avec l'enfant en moi, qui, lui, n'a pas de problème d'entrer en rapport à la magie. Un enfant, il voit la neige tomber, et c'est juste extraordinaire, c'est magique. Comment on fait pour faire revivre cet enfant qui a parfois disparu? Eh ben, il faut s'autoriser à être un enfant parce qu'il est là en nous. Le truc, c'est qu'il est là en nous, l'enfant. Mais nous, on se dit non, il faut être efficace. Il neige, ça va me rapporter, c'est bien ou c'est pas bien. Il faut faire ceci. Donc, on se met dans un carcan. Et pourquoi on se met dans un carcan? Parce qu'on est prisonnier de cette idéologie et on croit bien faire. Moi, je crois, ça va être un peu surprenant, et peut-être ça va vous déconcerter, mais je crois que beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils veulent trop bien faire. Donc on est au boulot, on nous demande plein de choses, on le fait, on fait ceci, on fait cela, on croit qu'on ne peut pas faire autrement, et on se sacrifie, et on ne se respecte pas, et on va de moins en moins bien, et on ne se rend même pas compte qu'on ne va pas bien, et on continue à essayer de fonctionner, et c'est le burn-out. Moi, en tant que philosophe, la question du burn-out me hante, parce que c'est quand même une maladie qui n'existait pas il y a 20 ans. Moi, mon grand-père, il travaillait très dur. Mais il n'a pas fait un burn-out. Il était épuisé parce qu'il a travaillé trop dur. Mais le burn-out, c'est vraiment une maladie tout à fait particulière de notre temps. On se met la pression. Et donc, je trouve que la magie de l'ordinaire, c'est vraiment l'antidote de ce problème-là. Donc je crois que c'est pour ça qu'on se fait tous avoir. Mais Fabrice Midal, vous avez raison de dire qu'on est dans la performance aujourd'hui à l'outrance, mais la société aujourd'hui, elle est un peu comme elle est un peu comme ça. Et en même temps, on est d'accord avec ce que vous dites. Est-ce que tout ça est conciliable aujourd'hui dans la société dans laquelle on est? Non seulement c'est conciliable, mais si vous n'allez pas dans la direction que je présente, on va droit dans le mur, parce que le burn-out, c'est pas vivable. Et parce que moi, je suis pas contre qu'on soit excellent. Je préférerais distinguer l'excellence de la performance. Parce que la performance, c'est ce qui est comptabilisé. L'excellence, c'est quand on donne le meilleur de soi-même. Moi, j'ai une chaîne YouTube et un podcast Dialogue où j'ai reçu les plus grands danseurs, les grands chefs. Ils sont excellents. Ils sont reconnus comme les meilleurs. J'ai invité les plus grands chefs. Ils ne sont pas dans la performance chronométrée, millimétrée. Dans un hôpital, quand on veut aujourd'hui, par la performance, mesurer le nombre d'actes que fait un infirmier dans la journée, on croit qu'on est efficace, mais on ne compte pas s'il dit bonjour, le lien, la relation, c'est central. Moi, j'ai eu un ami qui était à l'hôpital, la manière dont l'infirmier lui a dit bonjour, il était tellement paniqué, on lui a dit bonjour, ça l'a soulagé. Il n'aurait pas du tout fait le même séjour sans ça. Mais ça ne compte pas. Donc je dirais, attention, ce qu'on appelle performance est une réduction pour que ça rentre dans des paramètres qui est absolument irrationnel. Qui est contre-productif. Contre-productif. Donc je ne suis pas du tout contre la performance, quand elle est excellente et quand elle est au service de l'humanité, mais j'ai en train de voir comment nous sommes aveuglés par un discours complètement irrationnel et extrêmement dangereux. Jody. Oui, depuis tout à l'heure, depuis le début de cette interview, vous parlez, moi j'entends aussi le mot culpabilité finalement. Oui. Parce que on a beau essayer de dire non, il y a forcément la culpabilité qu'on se met à soi et celle que les autres nous mettent sur le dos. Imaginons, on dit non. Quelquefois, on dira bah si, tu vas dire oui parce que ceci, parce que cela. Et il y a la culpabilité aussi dans tout ce que vous dites. Moi, j'entends surtout ce mot-là. Oui. Comment on fait pour se déculpabiliser? Oui, c'est très important. Vous avez raison. Notre monde nous culpabilise. On n'en fait jamais assez. On n'est pas une assez bonne mère, un assez bon père. On n'est pas un assez bon ceci. On n'est pas. Donc, c'est très important de voir que c'est un piège, de repérer, parce qu'on ne le repère pas. Donc, première chose, repérer comment vous vous culpabilisez par ces injonctions. Il y a des injonctions, on les introjecte et on y croit, et c'est terrible. Et je vais vous dire un truc encore plus surprenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène, c'est que qui se sent coupable ? C'est la victime. C'est pas l'assassin. Si jamais il y a quelqu'un qui frappe, la personne qui va être battue va dire « Ah, c'est peut-être de ma faute ». Et l'assassin dira « J'y suis pour rien ». Quand vous prenez un enfant, que ses parents divorcent, l'enfant va croire qu'il est coupable que ses parents divorcent alors qu'il y est pour rien. Donc la culpabilité, la plupart du temps, elle n'a aucun rapport à ce qu'on a fait. Elle vient du fait qu'on est des êtres humains. Donc je crois que c'est très important de comprendre le mécanisme physiologique et psychologique de la culpabilité pour comprendre comment ça nous fait perdre notre pouvoir
et qu'il faut absolument apprendre à dire non à la culpabilité et comprendre que c'est pas parce que je me sens coupable que je suis coupable. Qu'en réalité, si je me sens coupable, c'est sans doute que je ne le suis pas. Parce que les vrais coupables, vous savez, moi je me suis beaucoup intéressé à la Seconde Guerre mondiale. Les nazis se sentent jamais coupables. J'ai fait juste obéir au devoir. Donc c'est très important de comprendre pourquoi nous on se sent coupable. Parce que là, on retrouve un peu de liberté en comprenant ce mécanisme complètement délétère. Et se libérer de la culpabilité, vous avez raison, c'est une des manières les plus profondes d'entrer dans la magie de l'ordinaire. Quand il y a la culpabilité, le monde est gris, étouffant, m'oppresse, je me sens coupable. Et quand il y a la magie de l'ordinaire, je revis et je sens que cette culpabilité n'a plus de raison d'être. Et on peut prendre appui sur des choses vraiment très simples. Jim? Ouais, je vais vous donner le bâton pour me faire battre. Je Allez-y. vais à la place de ceux qui nous regardent. Et moi, j'ai envie de vous dire, parfois l'extraordinaire est extraordinaire. Et parfois l'extraordinaire permet d'accomplir de grandes choses. Par notamment, exemple, donnez-moi un exemple. j'en sais rien, moi, le Fordisme, par exemple, qui a permis de révolutionner nos sociétés, la révolution industrielle, même s'il y a eu ses limites, Oui, plein alors, de choses, l'avancée technologique, qui ont été permis par des gens qui ont dépassé ce stade ordinaire pour justement aller plus loin. Si je me trompe, tant mieux. Je dirais, ils ont trouvé l'extraordinaire parce qu'ils ont regardé l'ordinaire. Vous prenez un grand scientifique, c'est parce qu'il a regardé avec attention ce que personne ne regardait. Je donne l'exemple de Newton dans le livre. Il découvre ce qu'est la force, la gravitation universelle. Il va tout changer parce qu'il va faire attention à la pomme qui tombe et tout ça, mais on en a plein des exemples. Poincaré, en marchant sur le rebord d'un bus, le nombre. Mais c'est même un mauvais exemple. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on ne perçoit pas qui donne le coup d'éveil. C'est dans un truc ordinaire que je vois les choses. Mais après, aussi, c'est en regardant dans le réel des trucs que personne n'a jamais vus, comme découvrir l'atome, que je change le monde. Donc je dirais, les grands scientifiques, les grands artistes, je comprends très bien ce que vous avez dit. Quand je vais faire une confidence, avant la publication de mon livre, je vais déjeuner chez un de mes chefs préférés, j'adore, il me dit sur quoi t'es ton prochain livre? J'ai dit la magie de l'ordinaire. Il me dit moi, ça m'intéresse pas, je ne suis que dans l'extraordinaire. Et là, comme un idiot, j'ai rien répondu. Là, maintenant, je me suis un peu entraîné, je peux répondre. Mais quelques jours plus tard, je me suis dit, mais au fond, je lui ai reparlé, je lui ai dit, mais c'est parce que tu regardes l'ordinaire, il fait un plat avec des carottes. Il n'y a rien de plus banal qu'un carotte. C'est chiant, les carottes. Lui, il arrive à trouver dans une carotte l'extraordinaire. Mais vous ne pouvez pas trouver l'extraordinaire, même dans une invention scientifique, dans un plat génial, si vous ne vous ouvrez pas à l'ordinaire. Et donc, quand je lui dis ça, je l'ai convaincu que il commence par l'ordinaire. Vous ne pouvez trouver l'extraordinaire qu'en vous ouvrant à l'ordinaire. Sinon, au fond, l'ordinaire, c'est quoi? C'est le réel ici et maintenant. Et bien sûr, vous avez raison, ne nous enfermons pas dans l'ici et maintenant, cherchons dans l'ici et maintenant par où il y a de la magie. Mais on doit quand même continuer à rêver de l'extraordinaire sans vraiment se baser sur l'ordinaire. Oui et non, il faut faire attention, parce qu'à force de rêver, des fois, on passe à côté de ce qui est merveilleux. Si votre rêve est une manière de regarder plus loin, pourquoi pas? Mais il y a plein de gens qui passent leur vie à rêver et ils sont malheureux. Moi, je crois que le réel est beaucoup plus intéressant et passionnant qu'on ne le croit. Je crois que on n'apprend pas assez à regarder le réel. On nous apprend des tas de trucs, mais on ne nous apprend pas à regarder le réel, voir comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. C'est toujours merveilleux, n'importe quoi. Une rencontre aussi. Une rencontre, comment marche quelque chose, faire quelque chose, c'est toujours... on fait un gâteau, c'est quand même absolument dingue. Vous parlez aussi de la puissance ésotérique des tâches les plus banales. Oui, vous faites un gâteau. C'est quand même, faire un gâteau, c'est quand même... Vous avez une pâte absolument informe, vous la mettez au four, elle grandit, c'est quand même extraordinaire. On ne fait pas attention, mais c'est comme un truc de dingue. Exemple, ça grandit, ça grossit, ça dort, c'est juste merveilleux. Et si j'ai une tâche banale, par exemple, je dois faire la vaisselle, vous avez le choix. Soit vous vous plaignez, vous dites quelle horreur, je dois faire la vaisselle, quelle horreur, soit vous essayez d'y aller comme Mary Poppins, comme je parle dans le livre, et vous voyez comment, en le faisant, il y a quelque chose de beau qui peut avoir lieu et qui peut se faire. Et si ça se passe comme dans Mary Poppins, je veux bien. Moi. Mais ça arrive. Ouais, c'est vrai. Moi, je devais ranger mon placard. Je raconte ça dans mon livre. Je vais ranger mon placard. Tous les jours, j'ouvre mon placard. Oh, quelle horreur, j'ai mon placard, j'ai mon placard. Et un jour, je me suis dit, mais allez, vas-y. Et en y allant, ça nous est arrivé. Je suis allé, pendant 1 heure, j'ai rangé mon placard, mais j'étais le roi du monde après. Je me sentais bien. Et pourquoi on dénigre ça? C'est très important. Après avoir rangé le placard, je me sentais bien. Et ça m'a donné de la force. Je trouve qu'on a une force de vie en nous. C'est important de la nourrir. Et on ne fait pas assez attention. Et tout peut devenir merveilleux. Je vais réessayer. Vous m'avez convaincu. Je veux un autre exemple
peut-être encore plus parlant, mais qu'en réalité est assez proche. Quelqu'un, en lisant mon livre, me dit je viens de me rendre compte, chaque fois que je rentre à la maison, mes enfants veulent que je joue avec eux, mais je n'ai pas le temps parce que j'ai plein de mails à répondre et de textos, donc je suis sur mon téléphone. En lisant ton livre, je me suis dit mais bientôt, ils ne me demanderont plus de jouer avec eux. Vous voyez, vous pouvez dire, c'est pareil, c'est chiant, je dois jouer avec mes enfants, j'ai tellement de choses importantes, mais c'est maintenant, là, il peut se passer un truc tellement précieux. C'est ça, la magie de l'ordinaire. Saskia ? J'imagine que vous avez du coup un regard assez critique sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram où il y a des images de choses soi-disant extraordinaires et qui dépriment d'autres personnes qui ne vivent pas la même vie. Vous avez quoi comme regard sur l'évolution aussi des réseaux sociaux ? Moi, plus que les réseaux sociaux, ce que je trouve angoissant, c'est le rapport qu'on a à l'information qui passe à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il est comment ce rapport ? Aujourd'hui, si vous mettez un tag sur Insta qu'on a fait l'émission, on a reçu le philosophe Fabrice Midal. Bon. Si vous mettez Fabrice Midal est un homme très dangereux, on a découvert pourquoi il est dangereux, vous allez avoir beaucoup de clics. Donc, en réalité, on voit que de plus en plus, ce n'est plus l'information qu'on transmet, mais qu'est-ce qui va faire du clic et qui peut être de plus en plus faux. Et donc, c'est très angoissant. Nous recevons les informations et la plupart des gens se sentent aujourd'hui, vu l'état du monde, très découragés et très impuissants. Comment on fait pour ne pas se laisser décourager sans devenir indifférent au monde ? Voilà, disons, moi, le regard que j'ai sur la situation. Donc, comment réussir à comprendre comment fonctionnent les informations ? Est-ce que c'est une vraie information ? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est fait pour faire du clic ? On est tous pris dans ce monde-là. Essayer de comprendre cette logique-là pour pouvoir continuer à respirer et ne pas baisser les bras, parce qu'il faut qu'on ne baisse pas les bras, parce que le monde, il ne va pas très bien. Donc, comment on fait pour continuer à apporter un peu de lumière dans ce monde ? Voilà ce qui, moi, me hante. Si on suit ce que vous dites avec ce livre, on sera plus heureux ? Ah ben, j'espère. Et moi, je crois que c'est possible. Je crois que c'est un grand malentendu de croire que le bonheur dépend, soit que la question du bonheur n'est pas une question. On a laissé trop aujourd'hui la question du bonheur à un truc de développement personnel bas de gamme, alors que c'est la question philosophique d'Aristote par excellence. La grande question d'Aristote, de la philosophie, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux ? Parce que se demander qu'est-ce qui me rend heureux, c'est prendre des décisions. Si je me rends compte que ce qui me rend heureux, c'est de jouer avec mes enfants, je prends une décision. Donc c'est un engagement de ma liberté. Donc j'espère bien que mon livre va rendre les gens plus heureux. Dernière question, Fabrice Midal, ça n'a rien à voir avec le livre, mais vous avez toujours une touche de jaune sur vous, pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas, parce que c'est magique. Et c'est très important. C'est la magie de l'ordinaire, c'est ça ? C'est très important de ne pas vouloir tout comprendre. J'ai remarqué que le jaune me fait du bien, comme j'ai remarqué que certaines personnes avec qui je suis heureux, et je n'ai pas envie trop de savoir, mais ça m'émerveille, donc je continue à aimer le jaune. Que ça vous va très bien. Jim, une dernière question. On a du jaune derrière nous aussi, c'est pas pour pour rien. moi, c'est un mystère et on a vu dans vos vidéos YouTube qui ont défilé ce mot méditation. On parle beaucoup de bonheur. Pour moi, c'est un acte absolument extraordinaire. Pour d'autres, c'est totalement banal et ordinaire. Est-ce que la méditation, ça aide aussi à être plus heureux et à pouvoir ressentir aussi ce côté ordinaire de la vie ? Ça dépend. Il y a deux formes de On va méditation. partir pour 10 minutes, je vous préviens. Oui, c'est ça. Très rapidement. Méditation ensemble. La méditation, c'est comme le cinéma. Il y a du cinéma de propagande et il y a du cinéma qui fait du bien. La méditation, aujourd'hui, ça devient une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça ne m'intéresse Ça, c'est pas bien, non. Enfin, disons, ça participe juste de cette instrumentalisation déshumanisante. La méditation que j'enseigne, auquel je me suis engagé, c'est rentrer dans la magie de l'ordinaire. C'est se donner le droit d'être comme on est. Ou comme je disais dans un autre livre, de se foutre la paix. Je me fous la paix. Je n'essaye pas d'être parfait. Je n'essaye pas de me calmer, de me gérer, de ne pas être ceci, de ne pas avoir tel défaut. Je me fous la paix. Je me donne l'autorisation d'être un être humain. Ça fait un bien fou. Merci, vous restez encore un tout petit peu avec nous, Fabrice Midal, puisqu'on va découvrir les images du jour de Jody, Jim et Saskia.